Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Pour mettre le contexte de l'événement qui a démarré ce matin, on parle de rencontres et on se dit qu'il faut qu'elle soit peut-être la plus préparée possible pour qu'elle soit la plus belle possible. D'accord ? Nous avons l'immense chance ce soir d'avoir une visite privée d'une partie de la collection Pinault. Et je crois que vous avez un rôle important dans la collection Pinault, je me trompe ou... Oui, on le dit. On le dit. Donc, j'aurais juste une question. Et puis après, j'ai un message à envoyer à la salle. Vous pouvez vous reconnecter sur le code de ce matin, qui était le code de la grande salle, pour pouvoir, comme d'habitude, poser des questions pour que monsieur le ministre y réponde en suivant. Donc moi, je n'aurais qu'une seule question. Si vous nous prépariez à la plus belle rencontre avec l'exposition ce soir, vous nous diriez quoi ? Écoutez, tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis très heureux de vous rencontrer ce soir. Je suis très heureux de pouvoir prendre la parole à l'occasion de votre réunion, de votre rencontre. Je dois vous le dire, beaucoup d'estime pour vos métiers, pour les professions que vous représentez. Il m'est arrivé souvent dans ma vie professionnelle de les frôler et même parfois de participer à leurs activités, au ministère de la Culture naturellement. Je vois François Belfort, assis au premier rang. Il a été mon conseiller justement pour l'activité événementielle du ministère de la Culture, à la ville de Paris également, où le maire de Paris de l'époque m'a à plusieurs reprises confié l'organisation de grandes rencontres ou de grands événements, des rencontres de maires, de villes européennes, des événements comme le centenaire du général de Gaulle, l'arrivée de la flamme olympique en France. Vous voyez, j'ai fait des choses très très diverses dans ma vie, au château de Versailles, Xavier, où j'ai eu le bonheur de finalement cohabiter avec la ferme de Galie. J'adorais dire que les frères Loriot étaient mes fermiers. C'était un peu le cas juridiquement, mais en fait, ils étaient de formidables animateurs du fond du parc, avec une entreprise tout à fait exceptionnelle. Donc voilà, vos métiers, j'en ai souvent bénéficié, je les ai souvent observés. Je sais également le rôle qu'ils jouent dans le développement de notre pays, dans l'activité de notre pays, mais je tiens très simplement à vous en féliciter. Voilà, vous m'avez interrogé sur une autre de mes activités, mon activité actuelle. En effet, depuis quelque temps, je suis directeur général de la collection Pinault. J'ai eu dans ma vie professionnelle l'occasion de travailler à plusieurs reprises avec et pour François Pinault. À vrai dire, je suis dans le paysage politico-administratif de notre pays, l'un des rares, avec le président de la République, à avoir fait des allers-retours entre l'activité publique et l'activité privée. Vous voyez que la modestie ne m'a pas totalement épargné, puisque j'ose me comparer au président de la République. Voilà, en tout cas, ce va-et-vient m'a permis, dans un premier temps, d'accompagner François Pinault dans le choix d'installer sa collection et l'activité de sa collection à Venise, à Palazzo Grassi Pointe de la Douane. J'y reviendrai. M'a donné ensuite l'occasion de l'accompagner dans la mise en œuvre d'un grand projet à Paris, d'un grand projet parisien, en l'occurrence la création d'un 3e musée dans l'ancienne bourse de commerce, rue du Louvre, à Paris. Voilà, cette rencontre dont je vous parlais, c'est la rencontre avec vous. C'est aussi, puisque vous allez visiter l'exposition Debout à la fin de notre rencontre, c'est la rencontre entre une grande collection, peut-être aujourd'hui la plus grande collection d'art contemporain au monde, et une ville formidable pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, la ville de Rennes. Ville de Rennes dont l'engagement en faveur de la culture, et je suis pour ma part tout particulièrement sensible, est extrêmement soutenu, ce qui fait que cette ville de Rennes est l'une des capitales culturelles de notre pays. Alors vous le savez, ce qui a motivé François Pinault à venir à Rennes, ce n'est pas seulement la prise en compte de l'importance objective culturelle de cette ville, c'est également le fait que cette ville, il la connaît bien, il est né en Bretagne, dans le département des Côtes-d'Armor, au Champ-Géraud, mais il a grandi dans un village du département de l'Ille-et-Vilaine, le village de Trévérien, pour ceux qui connaissent un peu la Bretagne. Il y a grandi, il y a appris à travailler, il y a créé ses premières entreprises, des entreprises dans la transformation du bois, commerce du bois. C'est à Rennes que ces affaires ont pris une certaine ampleur.
Et c'est après avoir accompli ses affaires à Rennes qu'il a décidé de tenter d'en faire plus à Paris, et il a plutôt bien réussi. C'est une carrière, c'est une aventure industrielle, commerciale, assez exemplaire, qui fait honneur à la Bretagne, qui fait honneur également à notre pays. François Pinault, après avoir réalisé beaucoup d'affaires, après avoir créé un groupe singulier, quand on pense d'où il venait, du commerce du bois, le groupe Printemps, Pinault Printemps La Redoute, recouvrant d'ailleurs de grandes entreprises françaises, comme le Printemps, comme La Redoute, mais également une entreprise aussi singulière que la FNAC, a tout d'abord s'est dit qu'il fallait se diversifier encore, et il a commencé à engager ses affaires dans le domaine de ce qu'on appelle le luxe, acquérant de façon assez stupéfiante une grande marque italienne, la marque Gucci, acquérant une grande marque française, la marque Saint-Laurent, et constituant ce que son fils ensuite, François-Henri, a magistralement continué, un groupe qui aujourd'hui pèse essentiellement dans le domaine du luxe, mais s'est également diversifié dans le domaine du vin, puisqu'il est propriétaire de Château-Latour, donc un vin exceptionnel. Il s'est également intéressé un peu à la presse, il est propriétaire du Point, il s'est également intéressé à la vente de l'art, puisqu'il a acquis la plus grande enseigne internationale dans le domaine des ventes aux enchères, la maison Christie's, donc une maison qui adhère très puissamment à l'identité même de l'activité britannique dans le domaine de l'art. Donc vous voyez, c'est un groupe qui est devenu international. Il réunit des maisons françaises comme Saint-Laurent, des maisons britanniques comme Christie's, des maisons italiennes comme Gucci et beaucoup d'autres. Et puis est arrivé un moment où François Pinault, après avoir accompli cette aventure, s'est dit, parce que c'était au fond de sa personnalité, au fond du ressort de son caractère, s'est dit qu'il fallait également passer à autre chose et que la vie ne pouvait pas consister seulement à acquérir des entreprises, à les développer, éventuellement à les revendre dans de bonnes conditions, mais qu'il fallait également regarder plus loin, et notamment s'intéresser à ce que dans notre civilisation, dans nos sociétés, il y a de plus essentiel, c'est-à-dire s'intéresser à l'art. Et pour ma part, je me réjouis que votre journée soit justement consacrée à cette question, non pas de l'art de façon exclusive, mais la question de l'esthétisme. Hein, comment donner une forme réputée belle à une activité humaine. Donc il s'est orienté, il s'est intéressé à l'art. Il a commencé à collectionner. Tout d'abord, il s'est tourné, il était breton, vers des artistes de l'école de Pont-Aven, tout naturellement. Il a acheté un cerisier, une cour de ferme bretonne, tant que ça lui rappelait la cour de sa ferme à Trévérien. Ensuite, s'étant familiarisé avec ses œuvres, qu'il a d'ailleurs conservées, il s'est dit qu'il fallait peut-être encore pousser la curiosité et l'audace plus loin. Il s'est intéressé à de grands artistes historiques du XXe siècle, comme Mondrian, dont il a acheté un chef-d'œuvre. Il s'est intéressé ensuite à toute la grande production abstraite de l'après-guerre, en Europe et aux États-Unis, jusqu'au moment où il s'est dit que la grande aventure de l'art continuait et qu'il fallait collectionner de l'art de notre temps. Et aujourd'hui, son activité de collectionneur se porte de façon exclusive vers la création artistique de notre époque, vers les artistes de notre temps, qu'ils soient français ou européens, qu'ils soient européens ou américains, qu'ils soient américains ou désormais également asiatiques, africains, sud-américains, puisque la scène artistique s'est considérablement mondialisée. Et il a constitué cette collection qui est une collection très consistante, une collection puissante, une collection qui fait l'admiration de beaucoup d'observateurs, une collection que, je le répète, beaucoup estiment être parmi les meilleures du monde, les plus grandes du monde et peut-être même la plus importante. Alors François Pinault a également, de façon très précoce, souhaité que cette collection, dont il a la jouissance, et sa collection, puisse rencontrer le regard du public. Parce que vous avez une œuvre d'art qui n'est pas vue, une œuvre d'art qu'on conserve dans des réserves, dans des caisses, dans des stockages, c'est une œuvre morte, hein, ça devient un objet. Une œuvre, elle est vitalisée quand elle est vue par des gens, quand des regards la croisent. Et de façon extrêmement précoce, il a souhaité que cette collection puisse rencontrer le public. Donc, dans un premier temps,
il a entrepris de créer un musée en région parisienne, à Boulogne-Billancourt, vous en avez entendu parler. Il a lancé ce projet en l'an 2000. Il a confié à un grand architecte japonais, Tada Ando, le soin de réaliser ce musée. Le projet a été conçu. Mais au bout de 5 ans, François Pinault a constaté que ce projet se heurtait à trop de difficultés et que le plan local d'urbanisme était toujours attaqué par des contentieux. L'urbanisation de l'île Seguin, sur lequel devait être construit ce musée, peinait à trouver des solutions satisfaisantes et on risquait donc de construire un musée dans une sorte de désert avec rien autour. Et au bout de 5 ans, constatant que tout ça piétinait un peu, voilà, il a pris la décision déchirante de mettre fin à ce projet de réalisation d'un musée dans l'île Seguin. C'est à ce moment-là que je l'ai rejoint pour la première fois. Je quittais à ce moment-là le ministère de la Culture. Il m'avait dans un premier temps demandé de m'occuper justement de la réalisation de ce musée. Nous arrivons au mois de mai 2005 et je constate que tout ça prendra beaucoup plus de temps qu'un collectionneur privé ne peut tolérer. Vous savez, j'ai géré des grands projets pour l'État. L'État a une patience infinie. Tout projet lancé par l'État met en général 10 ans pour aboutir. 10 ans, c'est le temps de l'État, et parfois même ça prend plus de temps. Mais l'État n'a pas de sensibilité, n'a pas d'émotion. L'État est une chose immuable, qui subit d'ailleurs des changements de majorité, des changements de gouvernement, mais l'État est une grosse machine qui avance à son rythme et qui prend toujours patience et s'impatiente rarement. Mais un projet privé, vous êtes beaucoup d'entre vous des entrepreneurs, vous savez que dans les affaires privées, on ne peut pas attendre cette durée infinie, d'une part parce qu'elle a un coût, elle coûte en immobilisation de moyens, et d'autre part, elle ne permet pas la satisfaction rapide à l'échelle d'une vie de ce que quelqu'un a entrepris. Et donc en mai 2005, François Pinault décide de mettre fin à ce projet. À ce moment-là, l'accompagnant, je lui signale qu'à Venise, Palazzo Grassi, qui avait été propriété de la famille Fiat, que Palazzo Grassi est en vente, puisque Fiat a décidé de cesser son activité d'animation d'exposition dans Palazzo Grassi. Les affaires de Fiat, à ce moment-là, connaissaient des difficultés. Je connaissais la situation de Palazzo Grassi parce que la ville de Venise m'y avait sensibilisé. Je le signale à François Pinault. Il nous donne un mandat en vue d'acquérir ce palais vénitien. Et en quelques jours, la négociation est conclue. François Pinault devient propriétaire de Palazzo Grassi et confie une nouvelle fois à son architecte préféré, à Tada Ando, le soin d'y faire les aménagements qui lui permettront ensuite d'y présenter des expositions, notamment des expositions de sa collection. Tout cela est accompli en quelques mois. Nous ouvrons très rapidement Palazzo Grassi. Aussitôt, le maire de Venise de l'époque, il s'appelait Massimo Cacciari, nous signale qu'un bâtiment formidable de Venise est fermé depuis 20 ans. C'est un bâtiment historique. Il s'agit de la Pointe de la Douane. La Pointe de la Douane est l'ancienne douane de Venise. Les marchandises arrivaient d'un côté, du côté méridional, et elles étaient dédouanées avant de sortir du côté ville, donc du côté septentrional. Ce bâtiment avait connu des modifications parce qu'il avait été occupé par des administrations peu scrupuleuses et se trouvait dans un état assez ravagé. Il menaçait ruine en plusieurs endroits, à tel point d'ailleurs que la ville avait dû totalement ceinturer le bâtiment de barrière pour que le public ne puisse plus s'en approcher. La ville de Venise lance un appel à candidature pour la concession de la Pointe de la Douane. Nous nous y présentons. Le Guggenheim se porte candidat contre nous. Nous gagnons contre le Guggenheim. Notre projet était meilleur. Et notamment, il s'appuyait sur une fiabilité financière bien meilleure que celle du Guggenheim, qui comptait sur les subventions de quelques collectivités publiques, notamment de la région Veneto. C'est là qu'on voit d'ailleurs que les Américains souvent méconnaissent les réalités européennes. Le Guggenheim s'était appuyé sur la région de la Vénétie, qui à ce moment-là était de droite, et plutôt d'extrême droite d'ailleurs, alors que le maire de Venise était communiste. Alors vous voyez bien que l'équation politique n'était pas la plus favorable. Mais enfin, quand vos adversaires commettent parfois des erreurs aussi grossières, c'est bon pour vos propres projets, pour vos propres intérêts. Toujours est-il que nous gagnons
la concession de la Pointe de la Douane. François Pinault fait transformer la Pointe de la Douane une nouvelle fois par Tadarondo, dans un respect scrupuleux naturellement de l'architecture historique, protégée par la surintendance des bâtiments de Venise. Et depuis l'ouverture de la Pointe de la Douane, nous y développons une activité d'exposition également, ce qui fait que nous avons à Venise désormais 2 sites d'exposition, 2 musées, Palazzo Grassi et Pointe de la Douane. Nous y présentons actuellement 2 expositions, une monographie consacrée à Eulen, un artiste allemand à Palazzo Grassi. C'est Caroline Bourgeois qui en est la commissaire, comme elle est commissaire de l'exposition Debout ici à Rennes, alors qu'à la Pointe de la Douane, nous présentons une exposition qui pose la question de la relation entre les artistes et leur propre image, et leur propre image, leur propre figure, une exposition présentée sous le titre de Dancing with Myself. Voilà 2 lieux d'exposition, mais François Pinault gardait cette nostalgie d'une implantation en France. Il y a environ 2 ans, il se trouve que la ville de Paris nous propose de nous intéresser à un grand bâtiment parisien, l'ancienne bourse de commerce. L'ancienne bourse de commerce qui, depuis quelques décennies, était occupée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui envisageait d'installer ses activités ailleurs parce que ce bâtiment formidable était par sa configuration finalement très peu propice aux activités de bureau de la Chambre de commerce et d'industrie. Ce bâtiment est un bâtiment tout à fait unique à Paris. Il a été d'abord au XVIIIe siècle la halle au blé de Paris, d'abord construite. Cette forme ronde est une forme qui témoigne des utopies architecturales de la fin du XVIIIe siècle, d'abord construite à ciel ouvert, recouverte d'une coupole métallique au début du XIXe siècle. C'est la première coupole métallique réalisée en Europe, donc un chef-d'œuvre du patrimoine architectural de notre continent. En 1889, pour l'exposition universelle du premier centenaire de la Révolution française, l'ancienne halle au blé est transformée en lieu, en site de l'exposition universelle et reçoit cet habillage extérieur typiquement représentatif de ce qu'on a appelé l'architecture Beaux-Arts, donc l'architecture éclectique de la fin de l'avant-dernier siècle. Nous acceptons l'offre de la ville de Paris, François Pinault l'accepte et décide, donc là aussi, de confier au même Tadarondo la transformation du bâtiment, dans le respect naturellement des contraintes monuments historiques, transformation de façon à ce qu'il soit capable de recevoir les activités d'un musée, par exemple en renforçant la portance des sols, puisque vous l'observez d'ailleurs ici même, beaucoup d'œuvres de la collection Pinault sont des œuvres lourdes qui nécessitent donc des conditions d'installation suffisamment résistantes pour que les sols notamment ne cèdent pas sous le poids des œuvres. Donc le bâtiment nous est concédé, il nous est concédé pour une durée de 50 ans, à charge pour François Pinault de prendre en charge la totalité des frais d'aménagement, de restauration et d'aménagement du bâtiment. Il y en aura environ pour 140 millions d'euros. Nous travaillons par ailleurs également avec la ville de Paris au réaménagement des abords et avons d'ailleurs fait une commande d'esquisse à un duo de grands designers français originaires de Bretagne, les frères Bouroulec, Erwan et Renan Bouroulec, à charge également pour nous, ensuite, d'exploiter sous notre seule responsabilité et à nos seuls dépens, l'activité de musée, c'est-à-dire l'activité de présentation d'œuvres de la collection et d'expositions organisées autour d'œuvres de la collection. Donc nous sommes désormais potentiellement, et ce sera le cas à l'ouverture de la Bourse de commerce, à la tête finalement d'un dispositif extrêmement original dans le monde, en Europe, d'une sorte de réseau de musées, 2 musées à Venise, un musée à Paris et peut-être un jour un musée ailleurs. Nous réunissons une petite équipe pour travailler à ces projets. La collection Pinault elle-même, je reviendrai à ce qu'elle contient, réunit moins de 10 personnes, dont Tullio et Caroline présents ce soir. J'ai l'honneur d'animer cette petite équipe. Par ailleurs, nous avons 2 satellites, 2 filiales en quelque sorte, ce sont nos musées. D'un côté, la société Palazzo Grassi SPA qui gère les musées de Venise, et d'autre part, la société Collection Pinault Paris qui gère
la bourse de commerce, les travaux actuellement et ensuite l'exploitation du musée. Nous avons fait ce choix d'organiser notre activité en société parce que c'était la forme juridique qui était la plus familière à François Pinault, plutôt que d'inventer d'autres formes d'associations ou de fondations dont on ne voyait pas immédiatement l'utilité. En tout cas, les deux musées, le musée de Venise fait travailler environ 24 personnes, même 24, on ne peut pas dire environ 24 personnes, hein, c'est 24 personnes, quand au musée de Paris, il fera travailler à terme une trentaine de personnes. Donc vous voyez, c'est en gros 50, 60 personnes qui aujourd'hui travaillent pour la collection Pinault, plus les collaborations extérieures que nous sollicitons, parfois pour des commissariats d'exposition, mais également pour toutes les tâches d'accompagnement de l'activité du musée. Je vous signale d'ailleurs qu'à terme, que c'est déjà le cas à Venise, que les palais de Venise sont très souvent sollicités pour des événements, puisque c'est votre métier. Hein, nous répondons à de nombreuses demandes de location des lieux pour des réunions d'entreprise, le plus souvent, parfois aussi pour des réunions particulières. Ces locations doivent naturellement prendre en compte les contraintes d'exploitation d'un musée et s'inscrire dans le calendrier d'exploitation du musée. Nous ferons la même chose à Paris, et je pense qu'il y aura d'ailleurs une forte demande dans ce bâtiment au centre de Paris est singulier. Alors, le bâtiment de Paris comportera des espaces d'exposition. Il n'y aura pratiquement aucun bureau. Nous avons loué des bureaux à l'extérieur de la Bourse de commerce de façon à livrer l'essentiel des locaux à l'activité culturelle. Donc, les bureaux à l'extérieur, des espaces d'exposition à l'intérieur, un auditorium également, un auditorium de bonne jauge, un auditorium de 300 places dans lequel nous développerons une activité de débat, conférences, rencontres avec des artistes, projections et éventuellement également que nous pourrons confier à des locations si l'occasion s'en présente. Au dernier étage, un restaurant. Ce restaurant a été confié à un grand chef de province. On a été le chercher dans le sud-ouest, on a été le chercher dans le Rouergue, on a été le chercher dans le département de l'Aveyron. Sur le plateau de l'Aveyron, il s'agit de Michel Bras, qui pour la première fois donc viendra mettre en œuvre une activité de restauration à Paris. Donc voilà en gros la description de ce qu'est la collection Pinault. Alors vous me direz, vous ne nous avez pas parlé de la collection. Donc je vous disais, la collection rassemble aujourd'hui environ 3000 œuvres. Hein, ce sont des œuvres que nous essayons d'organiser autour de grands ensembles d'œuvres du même artiste, de façon à ce que la représentation de ces artistes ait un sens au sein de notre collection. François Pinault se refusant à échantillonner des œuvres il n'aime pas avoir une œuvre d'un artiste. Quand il s'intéresse à un artiste, il préfère faire des ensembles de façon à ce qu'on puisse illustrer l'œuvre de cet artiste dans le temps, mais également dans tout le développement de son travail. Alors la sensibilité de François Pinault, vous allez en découvrir un pan ce soir en visitant l'exposition Debout. Elle est écartelée entre deux grandes sensibilités. D'un côté, François Pinault aime les œuvres extrêmement radicales, extrêmement minimalistes, des toiles blanches, des œuvres dans lesquelles on fait beaucoup avec presque rien. Et d'un autre côté, des œuvres plus expressives, et notamment des œuvres qui nous parlent de notre temps, qui parlent de la situation des hommes, avec un grand H, c'est-à-dire des femmes et des hommes de notre temps, des œuvres finalement plus expressives, sinon expressionnistes. Et beaucoup des œuvres présentées ce soir dans l'exposition Debout relèvent justement de cet intérêt de François Pinault pour les œuvres qui ont quelque chose à nous dire sur la capacité de l'humanité à prendre en compte des hommes, à prendre en compte le sort des autres êtres humains, leurs problèmes, leurs difficultés, leurs souffrances, leurs détresses parfois, et à protester de cette situation avec naturellement les armes des artistes. Vous savez que dans l'histoire de l'art, à plusieurs reprises, les artistes ont produit des œuvres qui sont de grands témoignages sur l'histoire de l'humanité ou l'histoire de leur pays. Le Dos et le Tres des Maillots de Goya, par exemple, ou le Guernica de Picasso. Donc, beaucoup des œuvres, vous verrez ce soir, un peu s'inscrivent dans cette veine-là. Donc voilà les deux grands courants qui animent la sensibilité, la curiosité de François Pinault. Alors souvent on nous demande à Caroline
et à nous autres, à moi finalement, de quelle façon nous contribuons à la constitution de cette collection. Alors je dois vous dire que nous donnons souvent des avis ou des conseils à François Pinault, nous lui disons tiens, nous avons vu ceci, notamment Caroline le fait, c'est intéressant, mais c'est une collection privée, c'est-à-dire que c'est toujours lui qui décide, c'est lui qui aime ou qui n'aime pas, c'est lui qui achète ou qui n'achète pas. Hein, aucun d'entre nous n'a un chéquier qui lui permettrait, avec un droit de tirage de 10 000, 100 000, 1 million d'euros, d'acheter des œuvres et ensuite de les intégrer à la collection. C'est toujours lui qui est l'arbitre final de ce qu'il achète ou ce qu'il n'achète pas. Ce qui fait que nous prenons en charge cette collection telle qu'il a fait, nous la servons. Je suis sûr que si nous avions à faire cette collection, nous ne la ferions peut-être pas à chaque moment de la même façon, mais très souvent, nous sommes admiratifs de la façon dont il fait ses choix qui d'ailleurs très souvent se révèlent extrêmement prémonitoires, notamment quand le jugement critique de la postérité consacre des artistes auxquels il s'est intéressé de façon précoce. Donc je vous parlais de rencontre, la rencontre entre cette collection dont je vous ai peut-être longuement parlé, la ville de Rennes, la rencontre entre un homme, François Pinault, né dans ce pays, et ses concitoyens, la rencontre également de ses œuvres avec le public, et ce soir, notre rencontre à nous tous avec vous. J'espère que vous prendrez un très grand plaisir à visiter cette exposition. Je crois qu'il est prévu que Caroline vous y accompagne, en fasse un commentaire. En tout cas, nous répondrons à vos questions. Alors, je ne veux pas être trop long parce que je suis une sorte de Fidel Castro de la culture. C'est-à-dire, quand on me donne un micro, j'ai beaucoup de mal à m'en dessaisir. C'est comme vous savez, quand vous avez fait un peu de politique, c'est un truc terrible. La politique est l'art de la parole. Hein, donc il y a cette espèce de propension à parler, ce qui fait d'ailleurs que Laurent Lebon, que vous avez reçu ce matin, à mon avis, devrait faire de la politique. Hein, parce qu'il en a, je crois que beaucoup d'entre vous ont apprécié l'intervention de Laurent Lebon. Parfois je me dis, tiens, Laurent ferait un très très bon député, peut-être même un très bon ministre. Voilà, mesdames, messieurs, je vais répondre à vos questions. Question éminemment politique. Si on le transforme en question. Non, écoutez, vous savez, je ne vais pas vous dire que l'Italie est un pays où il n'y a pas de complexité. Hein. L'administration italienne peut parfois être extrêmement bureaucratique, mais à Venise, nous avons bénéficié d'une conjonction tout à fait exceptionnelle. D'une part, la volonté très forte d'un maire, hein, Massimo Cacciari, l'intelligence des services de l'État, notamment de la surintendance des bâtiments, l'excellence, je dois le dire, des entreprises italiennes. Nous aurions, je crois, s'agissant du bâtiment, beaucoup de leçons à prendre de l'Italie. Les entreprises du bâtiment y sont d'une performance, d'une qualité tout à fait remarquable, et ça tient notamment à la qualité de l'encadrement. Ce qui me frappe sur les chantiers français, c'est très très souvent l'effondrement de l'encadrement, ce qu'on appelait autrefois des contremaîtres, l'encadrement intermédiaire, pas le haut encadrement, qui reste souvent de très très bonne qualité, mais l'encadrement sur le terrain. Et donc l'excellence, d'abord la qualité d'un grand architecte, l'excellence des entreprises, la très bonne volonté de la surintendante des bâtiments, Renata Codello, qui d'ailleurs est une fille tout à fait remarquable, qui ensuite a été nommée surintendante des monuments de Rome. Vous voyez, c'est pas une petite affaire. La volonté d'un maire, le désir également d'un collectionneur qui était prêt à mettre les moyens, parce que sur les chantiers publics, très souvent, on patine également sur la question de la mobilisation des moyens. Tout cela fait un cocktail extrêmement efficace. Alors que dans notre pays, alors pour vous parler de Boulogne, à Boulogne, ce sont plus les chicayas politiques qui ont été la cause de nos difficultés que des causes réglementaires effectives. Le maire de Boulogne était à l'époque Jean-Pierre Fourcade. Boulogne n'est pas une ville d'extrême gauche, hein, il avait une opposition de droite, d'ailleurs animée par l'actuel maire de Boulogne, qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, M. Baguet, je crois bien. Et c'est cet opposant interne, en quelque sorte, qui animait en sous-main des contentieux contre les projets du maire. Donc vous voyez, moi je suis, ayant été invité par François Pinault
à conduire ce projet pour l'île Seguin. Je me suis rendu très souvent à la mairie de Boulogne, y rencontrer le maire. J'ai même assisté à des réunions avec les associations qui protestaient contre le plan local d'urbanisme, contre ceci, contre cela. J'ai très rapidement compris que l'enjeu n'était pas pour ces associations, ces protestataires, n'était pas le projet de François Pinault. Le projet de François Pinault était devenu l'otage d'une affaire interne à la municipalité de Boulogne, donc une histoire de politique locale, mais qui, au bout de 5 ans, a fini par lasser la patience du collectionneur. C'est la raison pour laquelle il est parti. Alors, cela dit, s'agissant de la réglementation, je sais bien que notre pays est un pays qui adore légiférer, un pays qui adore réglementer. C'est l'un des grands arts de la République française. Je crois qu'il faut toujours tout faire quand on est au gouvernement pour tenter d'apaiser la réglementation. Une réglementation est nécessaire. On ne peut pas imaginer que dans un pays, chacun fasse ce qui lui plaît sans aucune borne. En matière d'urbanisme, par exemple, je suis pour ma part, contrairement à la position du gouvernement actuel, très attaché à ce que les architectes des bâtiments de France conservent un pouvoir de contrôle sur la qualité et l'opportunité des constructions. Nos paysages ruraux ou urbains ont déjà été suffisamment gâchés. Je pense notamment aux abords des villes qui ont été totalement banalisés par des constructions désordonnées pour qu'on cesse, pour qu'on ne continue pas en tout cas d'endommager la qualité paysagère de notre pays à ce point. Bon, même si je suis attaché à la pérennité d'une réglementation suffisamment soutenue, je crois qu'à aucun moment il faut que l'administration ne devienne une bureaucratie. Et c'est parfois un peu la faiblesse de notre pays que de passer de la bonne administration à la bureaucratie. Donc il y a encore des efforts à faire. Bon, j'ai l'impression que le gouvernement actuel, dont je n'ai pas vocation à faire l'apologie naturellement, y est décidé. Mais c'est à la sortie qu'on juge les gouvernements. C'est quand ils ont fini de faire leur boulot. Nous avons élu un président de la République pour 5 ans. Il a accompli une année, donc il a encore 4 ans pour bien faire. Se pose la question d'une exposition itinérante. Oui, alors j'aurais dû, tout à fait, exposition itinérante. Alors j'aurais dû vous dire qu'en dehors de ce que nous faisons chez nous, dans nos musées, nous sommes très souvent disponibles pour faire des choses chez les autres. À plusieurs reprises, la collection Pinault s'est présentée ailleurs que chez elle. Nous l'avons fait à Lille, au Tripostale par exemple, chez Martine Aubry. Nous l'avons fait à Colmar, au musée Unterlinden. Nous l'avons fait à l'étranger également. Je pense à Moscou, au Garage, donc une création d'un collectionneur russe, Abramovitch. Nous l'avons fait à Séoul. À chaque fois qu'on en conçoit la possibilité, nous sommes disponibles pour organiser des itinérances de l'exposition hors nos murs. Nous sommes également, c'est cette démarche-là qui nous a conduits ici, à Rennes. Voilà, la maire de Rennes, Nathalie Appéré, nous sollicite. Bon, François Pinault, pour des raisons nombreuses que je vous ai dites, est tout particulièrement attentif à sa demande. Et cela d'autant plus que cette demande était invitée à s'exprimer ici, dans ce bâtiment du couvent des Jacobins, magistralement restauré et aménagé. Donc nous avons répondu positivement. Mais par ailleurs, nous acceptons également de prêter des œuvres à des tiers qui nous en demandent le prêt, notamment les grands musées. Je crois qu'il n'y a pas de semaine où un grand musée dans le monde, en France, le Centre Pompidou, le Musée d'art moderne de la ville de Paris, notamment, des grands musées à l'étranger, des grands musées que vous connaissez, le MoMA à New York, la Tate à Londres et beaucoup d'autres, nous sollicitent pour des prêts qui concourent à la réalisation de leurs expositions. Et parfois nos prêts concourent de façon décisive à la réalisation d'une exposition. Quand le Centre Pompidou a organisé l'exposition Martial Race, c'est un nombre considérable d'œuvres dont il nous a demandé le prêt, puisque François Pinault possède un nombre important d'œuvres de cet important artiste français. Quand le même Centre Pompidou a organisé l'exposition Jeff Koons, je crois que l'une des images qui avait été sélectionnée représente justement l'une des œuvres de Jeff Koons devant Palazzo Grassi à Venise. Il s'agit du Balloon Dog. Le Balloon Dog, ce gros ballon, ce chien
de métal en fait, mais qui semble formé de ballons ficelés. Donc quand le Centre Pompidou a organisé l'exposition de Jeff Koons, il nous a demandé également des prêts que nous avons accordés. Donc nous sommes disponibles pour ces institutions et nous souhaitons d'ailleurs nous inscrire dans un réseau d'institutions. Souvent, dans notre pays, on pose la question de la relation entre le public et le privé. D'ailleurs, elle est posée juste derrière oui. vous, en fait. Enfin, c'est laquelle? Dans un sens où... posez-moi les questions parce que je ne les vois pas. Tiens, elle est juste devant vous. Tiens, ah bon, c'est bien. Bon, quel rêve François Pinault n'a-t-il pas encore réalisé? Alors, je dois vous dire que c'est un homme qui pense toujours à l'affaire d'après. Donc, une fois qu'il aura réalisé la bourse de commerce, je pense qu'il aura très envie de réaliser autre chose encore. C'est un homme qui ne sait pas s'arrêter. C'est un homme qui court toujours en avant. Donc, d'autres musées en projet, donc pas effectivement aujourd'hui, mais il n'est pas exclu que nous en fassions un jour ou d'autre. Il y a quelques années, il y a 2 ans, c'était juste avant que la ville de Paris nous fasse cette proposition de la bourse de commerce. François Pinault avait travaillé, avait réfléchi à la création d'un musée, ou en tout cas à la création d'une aile de musée à Los Angeles. Il est très attentif au Nouveau Monde, donc à la côte ouest des États-Unis, à l'Asie naturellement, parce qu'il voit bien qu'il y a autour du Pacifique une sorte de nouvelle Méditerranée, de même que la Méditerranée a été pour notre civilisation un formidable bassin de développement et de culture, de même aujourd'hui le Pacifique devient un bassin de culture de la même façon. D'autres musées en projet, votre pièce préférée de la collection? Écoutez, ce soir vous allez voir beaucoup de pièces importantes. Pour ma part, j'aime tout particulièrement la première salle, celle que vous avez peut-être entrevue, puisqu'on la voyait des lieux de circulation ou du lounge dans lequel vous vous teniez. Ce sont les œuvres du Britannique Thomas Useago, ces œuvres avec du plâtre, ces grands personnages de plâtre et de fer armé. Et puis d'autre part, une œuvre de l'Allemand Thomas Schutte. Mais vous verrez dans l'exposition, ce sont des artistes illustres désormais, qui ont une grande surface internationale, mais il y a également des œuvres d'artistes plus jeunes, plus récents, notamment des œuvres d'un artiste d'origine bretonne, qui s'appelle Jiquel. D'un seul coup, Caroline, j'oublie son prénom, Vincent Jiquel. Vous le verrez, c'est une œuvre extrêmement forte qui, pour ma part, me séduit énormément. Donc voilà, puisqu'on me pose la question, je dirais Vincent Jiquel, je dirais Thomas Schutte et je dirais Useago. D'autres musées, votre personnalité, que dit une collection sur le collectionneur lui-même? C'est une sorte de révélateur. Alors, Pinault brouille un peu les pistes parce qu'il n'a pas un goût unilatéral. Il brouille les pistes dans la mesure où, comme je vous le disais, il aime à la fois le radical, l'abstrait, le minimal, et que d'un autre côté, il est capable de s'intéresser à des œuvres extrêmement expressives, comme les œuvres, par exemple, du Britannique Damien Hirst, qu'il a exposé l'année dernière à Venise. Donc, mais quand on observe les choses, on voit cette passion. Je crois que, comme beaucoup d'entre nous, il a une vive conscience de la précarité de notre sort dans le monde, donc du fait que nous sommes appelés un jour à disparaître. Les grands collectionneurs, en général, n'aiment pas disparaître. Vous savez, on dit que Mazarin, sur son lit de mort, aurait dit, en montrant sa formidable collection, et dire qu'il va falloir quitter tout cela. Alors quand vous avez réuni autour de vous beaucoup de chefs-d'œuvre, beaucoup d'œuvres importantes, voilà, il est très difficile d'imaginer qu'on les quittera. Donc il a cette obsession, je crois qu'il a lui-même dit, donc je peux en parler sans impudeur, il a cette obsession de la disparition, de la mort. Et donc très souvent les œuvres qu'il choisit, y compris d'ailleurs les œuvres très très minimales, qui sont une sorte de vide. Dans le vide, il y a une sorte également d'approche ou de l'éternité ou du néant, et donc quelque chose qui nous dit quelque chose de notre condition. Les grandes constructions d'institutions, musées, désormais bien portées par l'initiative privée, qu'en pensez-vous? J'en pense beaucoup de bien. J'en pense beaucoup de bien. Vous savez, quand j'étais ministre, j'ai fait voter une loi qui, semble-t-il, va assurer l'immortalité de mon œuvre. C'est la loi du 1er août 2003, loi sur le mécénat et les fondations. J'ai souhaité que dans notre pays, la loi encourage le développement du mécénat et des fondations. Parce que j'estime que dans un pays démocratique développé, il faut qu'à côté de l'action publique,
je crois à la nécessité de l'action publique. Hein. C'est pas le privé contre le public. Je crois qu'à côté de l'action publique, d'une action publique forte, il faut une action privée soutenue et que globalement, l'addition des unes et des autres conduit à une offre culturelle plus importante, plus diverse également, plus originale, plus ouverte sur le monde, et que c'est une bonne chose. Donc pour ma part, hein, je ne vois pas de contradiction entre l'épanouissement de nombreuses initiatives privées. Elles ont été dans le domaine de la culture nombreuses au cours des dernières années. Regardez par exemple à Paris l'ouverture de la fondation Vuitton, de la fondation Cartier de façon précurseur, de la fondation des Galeries Lafayette qui a ouvert il y a quelques semaines, des fondations également qui ouvrent en région, en province, comme on disait autrefois, la fondation Lambert qui est très soutenue par la puissance publique à Avignon, ou la fondation Carmignac qui a récemment ouvert à Porquerolles. L'un dans l'autre, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas naturellement que ça justifie de la part des pouvoirs publics, l'État, les collectivités locales, une décompression de l'engagement en faveur de la culture. Au contraire, il faut que l'État, que les communes, que les départements, que les régions, que les communautés d'agglomération, les communautés de communes continuent à soutenir la culture à un très très haut niveau, parce qu'elles ont des missions que les privés ne prendront jamais en compte, notamment la mission d'animer la culture sur tout notre territoire. Une initiative privée se porte toujours à l'endroit qui lui plaît, ou elle a des intérêts particuliers ou un intérêt particulier, alors que l'État, il est responsable de tous nos concitoyens, où qu'ils se trouvent, hein, au fin fond d'une vallée de l'Ariège, sur le plateau de l'Aubrac, dans le Vercors, hein, sur le ballon d'Alsace, sur le bassin houiller de Lorraine, dans la région de Valenciennes. Partout, l'État a des responsabilités, même quand des particuliers, quand des initiatives particulières ne s'y prêtent pas. Alors, où sont stockées les œuvres non exposées? Elles sont stockées dans de nombreux endroits. Vous en doutez, 3000 œuvres, dont beaucoup d'œuvres de très grande dimension, ne peuvent pas être stockées uniquement dans nos locaux. Donc nous disposons de réserves dans plusieurs endroits, en France et en Europe. Voilà, et nous essayons de mobiliser ces œuvres. Ce qui fait d'ailleurs que nous sommes de très très bons clients pour les sociétés de transport d'œuvres. Très très bons clients. Ce sont des sociétés très performantes d'ailleurs, qui maîtrisent leur métier de façon magistrale. Voilà, mais nous souhaiterions, je crois, à terme, peut-être un peu simplifier ce dispositif aujourd'hui très très éclaté, et peut-être rassembler nos œuvres sur un moins grand nombre de sites, ce qui nous permettrait une gestion plus économique de notre collection. Quelle communication réalisez-vous sur vos musées? Parce que la communication qu'organise tout musée quand il présente une exposition. Nous avons au sein de chacun de nos musées une petite équipe intégrée en charge de la communication, et nous travaillons également en matière de communication avec des prestataires extérieurs, donc avec des agences de presse, notamment une agence française, l'agence de Claudine Collin, mais nous travaillons également avec une agence en Italie, puisque nous avons un site muséal italien. Voilà, ce que nous essayons de faire à chaque fois, c'est de servir les artistes, de montrer, de faire en sorte que les œuvres que nous avons collectionnées, rappeler en tout cas au public que ces œuvres émanent d'artistes, que ce sont des artistes qui les ont créées, que ces artistes méritent d'être connus comme ont été connus les grands artistes du XXe siècle, que le public a très souvent adopté, les Dali, les Matisse, les Picasso, hein, qui sont même pour certains d'entre eux devenus de véritables vedettes. Alors bravo pour l'exposition d'Amiens Nord-Texte à Venise. Est-elle prévue en France? Non, elle n'est pas prévue en France, tout simplement parce que cette exposition, qui a été constituée de pièces d'œuvres entièrement créées pour l'exposition, cette exposition était vraiment adaptée aux lieux dans lesquels on a présenté ces deux expositions, qui n'en formaient d'ailleurs qu'une seule. Donc ces œuvres aujourd'hui sont dispersées. Nous en avons acquises un certain nombre pour la collection. Après l'exposition, l'artiste en a repris d'autres. Je crois qu'il en a vendu de son côté pas mal par ailleurs, parce que c'est une exposition qui a intéressé beaucoup de grands collectionneurs dans le monde, mais l'exposition n'est plus reproductible. Ce qui était formidable dans cette exposition, c'est que c'était une sorte de fiction totale, l'histoire d'un bateau qui avait échoué, qui avait sombré, une cargaison retrouvée avec des objets bizarres,
Donc Damien Hirst s'était livré à une véritable reconquête, une véritable conquête de l'imaginaire. Et c'est cette reconquête de l'imaginaire qu'il avait exprimée à travers ses œuvres. Il n'y a plus de questions? Ah ben écoutez, que fait-on maintenant? On chante? Non? C'est vous qui lancez la chanson? Oui, Non, on peut peut-être vous remercier. Ah, il y a une question, allez-y. Écoutez, je vais naturellement, je vais vous faire une recommandation de maison, hein, tout d'abord. Il est évident, Bien oui, sûr. oui. Et je vous recommanderai également à Rennes, d'ailleurs, si vous avez un peu de temps, d'aller au musée des Beaux-Arts, puisque l'une des artistes de la collection y est présentée dans la cour intérieure du musée des Beaux-Arts. En profitez d'ailleurs pour aller voir la collection, notamment la collection d'art ancien de ce musée. Allez voir également ici à Rennes une exposition dans un centre d'art qui s'appelle La Criée, où nous présentons, où sont présentées des aquarelles de Vincent Jiquel, qui par ailleurs, dont les peintures sont présentées ici. Nous sommes en Bretagne, je vous conseillerais peut-être d'aller faire un tour jusqu'à Landerneau, à la fondation Édouard et Hélène Leclerc. Exposition consacrée à un grand artiste anglais, Amour. Voilà, c'est un bon petit programme. La semaine dernière, si vous passez par Paris, j'ai vu au Grand Palais une exposition qui m'a beaucoup amusé sur les robots, hein, sur la façon dont les artistes d'aujourd'hui s'intéressent aux robots. Voilà, c'est une exposition assez originale, assez pertinente. Voilà, donc voilà une petite feuille de route pour vos prochains jours. C'est noté, vous l'aurez dans le compte rendu. Alors, je crois d'ailleurs que l'exposition sur les robots est sur le point de finir. Elle est peut-être même finie depuis dimanche. Non? Comment? Bon, encore 3 jours. Bien écoutez, on va vous remercier chaleureusement pour le temps que vous nous avez consacré. Moi j'en ai peut-être une dernière, Oui, pour relier allez-y. tous les sujets. Est-ce que si, dans le cadre d'un grand événement créé par une filière très puissante que vous avez en face de vous, la filière trouvait à propos que certaines œuvres soient parfois disponibles pour l'événement, est-ce que vous pensez que ce serait possible? Ah, écoutez, Et par ce n'est pas- définition, quand je non, pose non, une question, non, je prends non, ton non, nom. non, ce n'est pas impossible je pense à 2 conditions. D'une part, que les conditions de conservation de l'œuvre soient réunies et que donc l'œuvre soit respectée, soit bien traitée. Et deuxièmement aussi, s'agissant d'œuvres d'artistes contemporains, toujours que l'artiste consente à la présentation dans un cadre pour lequel la vente de l'œuvre n'avait pas été prévue. Tout à fait. Voilà, récemment, par exemple, une société du groupe qui vend dans le domaine du luxe nous a sollicité pour le prêt d'une œuvre pour son magasin Place Vendôme. Je leur ai répondu que ce n'était pas impossible, mais qu'il fallait que l'artiste soit d'accord. À partir du moment où l'œuvre sert en quelque sorte ou accompagne une activité commerciale, peut devenir un argument de cette activité commerciale. Il est évident qu'on ne peut pas abuser de lui en présentant l'œuvre sans son consentement. Donc voilà, Mais vous savez, le transport des œuvres, ça coûte cher. C'est pas une activité économique. Les assurances valent cher. Et si vous êtes prêt à dépenser un peu d'argent, ça peut. Et si le contexte est honorable, gratifiant, sécurisé, pourquoi pas? Merci beaucoup. Je crois qu'on va se donner donc rendez-vous vers 20h30 pour la visite de l'exposition, la partie de l'exposition de la collection qui est ici. Un petit message à destination, pour bénéficier de cette exposition, revenez avec vos badges, puisque c'est ça qui vous permettra de rentrer dans l'enceinte. Encore un grand merci pour du temps que vous nous avez accordé. Merci. Et du beau storytelling qui nous donne envie de continuer l'aventure. Je vais Merci. me plonger directement dans la salle que vous recommandez. Tout de suite, je pense que je vais y aller. Et ravi d'avoir rencontré un Toulousain. Écoutez, ça m'a fait grand plaisir, parce Merci que nous avons découvert que nous avions tous les deux une part de Toulousain en nous. Exactement, d'Aubrac et de tout ça. Très bonne soirée à tous et merci beaucoup encore, M. Yagon.